nous allons accueillir William Maitnazi, qui est lui-même très engagé et qui a contribué à créer ce qu'on appelle aujourd'hui le chat GTP du climat. Tu vas nous en dire plus, tu vas nous expliquer. En fait, tu travailles pour une entreprise qui s'appelle Equimetrix et qui vient de mettre au point une espèce d'intelligence artificielle qui se met aujourd'hui en marche pour le climat. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots ? C'est comme tu l'as dit, c'est comme ChatGPT, mais ça se base uniquement sur les rapports du GIEC. Donc quand vous posez une question en lien avec le climat, la biodiversité, l'agriculture, les émissions de gaz à effet de serre, ça va chercher dans les rapports du GIEC et ça va vous donner une réponse simple à comprendre et surtout vous allez avoir les sources. Donc quand par exemple vous faites une recherche bibliographique, et vous avez des éléments dans les différents rapports du GIEC qui vous permettent de structurer, de mieux comprendre le problème. Et on le fait aussi pour la biodiversité avec les rapports de l'IPBES, qui est l'équivalent au niveau international du GIEC. D'accord. Donc, pour rebondir après ce qui vient d'être dit, on a vu que justement cette sensibilisation, cette mise en fait à niveau de chacun semblait particulièrement importante, justement pour que les gens, cette connaissance les rende finalement plus forts et plus aptes et plus en mesure de s'engager, qu'ils se sentent légitimes. C'est les grands messages qui viennent d'être posés juste avant. Est-ce que ça, c'est des éléments que tu partages et finalement auquel cette IA particulièrement intelligente permet de répondre finalement? Bien sûr, l'idée qu'on s'est posée en la créant, c'est que les rapports du GIEC, ils sont très bien structurés, ils posent un consensus, mais c'est pas forcément facile de naviguer dedans, de trouver l'information qu'on cherche. Par exemple, dans la salle, qui parmi vous sait rapidement trouver une information dans les rapports du GIEC? Si vous pouvez lever la main, par exemple. Voilà, on est d'accord. La BD de Jean-Marc Jancovici, elle est plus simple à lire. Et l'idée, c'était de rendre ça facile. Vous avez un chat, vous lui posez une question, il se source uniquement sur les rapports du GIEC. Et vous avez toutes les sources associées. Si vous voulez creuser un sujet, vous pouvez lui parler pendant des heures et à la fin, vous serez plus expert sur ces sujets-là et c'est assez simple à utiliser. D'accord. Et moi, je voulais revenir aussi un peu sur toi, comme on l'a fait avec chacun, ton déclic, en fait, comment tu t'es vraiment engagé en faveur de cette transition écologique qu'on appelle tous de nos voeux, mais qu'est-ce qui t'a touché? Est-ce que tu as eu ce fameux déclic? Alors moi, j'ai 32 ans, j'ai toujours travaillé sur des enjeux climat, biodiversité, RSE. Donc ce déclic, je l'ai eu il y a un moment, pendant mes études. Et en fait, j'ai fait des études en océanographie, en sciences de l'environnement. Et j'ai suivi les cours d'un philosophe de l'environnement qui s'appelle Dominique Bourg. Et sur plusieurs de ses cours, il utilisait des images, des chiffres clés pour illustrer des impacts. Et j'ai toujours en mémoire un cours sur la consommation. Il nous disait que par exemple, dans tous les congélateurs du Japon, entre les congélateurs physiques et les congélateurs des navires, il y a plus de poissons que dans les océans. Ah oui. C'est quand même fou. Donc il dit ça, ensuite il enchaîne sur un autre chiffre. C'était des cours de 2 heures, à la fin on sortait, on se disait que ça allait être compliqué, qu'il allait falloir faire des choses. Et c'est ce qui m'a en fait donné l'envie de passer à l'action, de faire ce métier et de travailler sur ces enjeux-là. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, là, pour revenir justement c'est Climate Q&A, c'est ça la solution de ce fameux chat GTP pour le climat. Aujourd'hui, il est tout récent, je crois qu'il a été lancé il y a quelques semaines, c'est ça On l'a sorti il y a à peu près un mois. Un mois, oui. Il est grand public, open source, vous pouvez y accéder facilement sur internet, c'est climateqa.com. Et ça restera comme ça, on va le mettre à jour en apportant des modifications, notamment là il y a 2 jours, ce qu'on a sorti c'est une version où vous pouvez choisir qui vous donne une réponse. Par exemple, si vous êtes un enfant, il va vous expliquer les rapports du GIEC avec des périphrases, des métaphores, des images pour qu'un enfant puisse comprendre. Il y a un mode pour tout le monde et un mode pour des experts, des climatologues. Si par exemple ils veulent justement faire de la bibliographie, aller plus loin, ça va leur parler comme à des experts, donc assez facilement. D'accord. Et justement, par rapport aux requêtes qui sont demandées, c'est peut-être un peu tôt encore pour vraiment savoir ce qui est le plus souvent demandé, ce qui finalement pose le plus de problèmes au plus grand nombre. Mais est-ce que vous avez déjà un petit recul par rapport à ça? Est-ce que vous avez quelques éléments à nous donner? Alors, depuis qu'on l'a sorti, il y a déjà 10 000 questions qui ont été posées. Ah oui. Donc, on a pu faire un peu des analyses parce que notre métier, c'est la data, donc on a analysé ça. Donc, on a à peu près 36% des questions qui étaient relatives au changement climatique. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut l'inverser? Quel est l'impact d'un secteur d'activité? On avait à peu près 15% des questions sur la biosphère, l'hydrosphère. Qu'est-ce que le Gulf Stream? Qu'est-ce que le pergélisol? Comment le niveau des mers va augmenter dans une région?
Et enfin, il y avait 6% de questions qui étaient sur l'énergie. Donc, qu'est-ce que le véhicule électrique, est-ce que c'est la solution? Mhm. Est-ce que le nucléaire est la solution? Quelles sont les énergies renouvelables? Ce genre de choses. Et ensuite, il y avait d'autres questions qu'on a pu analyser et dont une qui revenait beaucoup et qui est assez symptomatique de ce que les personnes cherchent. C'est en gros, euh, quels seront les effets du changement climatique dans ma région. Donc on D'accord. avait à Toulouse, à Paris, à Marseille en 2030, 2050. Donc les gens veulent savoir ce qui va se passer dans leur région, veulent comprendre les conséquences, aussi bien au niveau de la sécheresse, des vagues de chaleur, s'il y a des inondations, ce genre de choses. Donc c'est vraiment significatif. C'est intéressant parce que ça fait quand même pas mal écho à ce qui vient d'être dit juste avant. Finalement, les gens, il faut un peu se mettre à leur portée parce que ce qui les intéresse, enfin, c'est assez classique bien évidemment, mais c'est savoir eux comment ils vont être concernés, comment les toucher, mais à la fois eux ce qui les touche et comment justement avec une IA on peut se demander si finalement on est il n'y a pas d'humain, il n'y a pas justement, on peut moins s'adapter. En fait, il n'y a pas de données un peu sensibles qui pourraient nous permettre de mieux comprendre. Est-ce que ce ne serait pas là une des limites de ce type d'outils et est-ce que ça doit être fait en accompagnement d'autres choses ou... Bien sûr. Alors nous, à aucun moment, on veut se situer à une conférence de Ouais, Ferris, de Cédric et une fraise du climat. On vient vraiment en supplément, c'est-à-dire si par exemple des animateurs de la fraise veulent comprendre une carte pour mieux l'expliquer, ben, ils peuvent demander. Si à l'issue d'une fresque, à l'issue d'une formation, il y a un sujet qui nous a passionnés, on veut en savoir plus, et ben, on peut creuser le sujet. Donc c'est vraiment en supplément, en complément qu'on se pose pour comprendre ces enjeux-là et pour vraiment se familiariser avec ce que le GIEC dit et le consensus entourant les différentes conclusions. Oui, d'accord, d'accord. Il y a une autre limite aussi qu'on peut identifier, bien évidemment, c'est celle de l'impact carbone du numérique et de tous ces impacts, bien évidemment, sur l'environnement. Et du coup, on peut se demander s'il n'y a pas une petite contradiction. Alors, est-ce que là, justement, dans votre solution, vous avez, je crois, pris pas mal de mesures pour limiter vraiment grandement l'impact carbone de cette IA? Bien sûr, le numérique, c'est extrêmement impactant. C'est 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Oui. C'est plus que l'aviation civile. On a des impacts aussi en énergie, en eau. Donc c'est important quand on développe ce type de solution de se poser cette question de l'impact et de le mesurer. Donc c'est ce qu'on a fait. On a mesuré l'impact de la solution en elle-même. Et par exemple, quand vous faites une requête sur Climate Q&A, c'est l'équivalent de 5 requêtes Google. Et c'est beaucoup trop. Et donc on va réduire ça à 2 requêtes, justement en améliorant, en codant différemment, en réduisant l'impact des différentes requêtes. Et donc on va arriver à 2 requêtes. Et pour les IA en général et la technologie, ce qui est important de se poser comme question, c'est pourquoi on va les utiliser, comment on va les utiliser, Oui, quels vont être l'impact. Il y a un gros débat en ce moment d'une dimension éthique qui est vraiment qui questionne en fait autour enfin, il y a une question sociétale qui se pose autour de ça. C'est intéressant que vous le souligniez. Et comment vous irez, enfin, En fait, ce qui est important, c'est vraiment pourquoi et comment on les utilise. Et ces projets, entre guillemets, à impact positif, au final, ils sont très minoritaires. Pour un projet impact positif, il y en a 49 qui vont servir à pas grand-chose et il y en a 50 qui vont avoir un impact ou sur le climat ou sociétal. En fait, les algorithmes, par exemple, sur le côté sociétal, il y a beaucoup de biais, que ce soit dans la façon dont ils ont été entraînés. Si vous allez sur des intelligences artificielles de génération d'images, que vous demandez par exemple, représente-moi un patron d'entreprise, un chirurgien, souvent ils vont vous faire un homme blanc d'un certain âge. Oui. Si vous dites représente-moi un infirmier, bah là l'IA, elle va comprendre une infirmière, elle va vous faire une femme. Donc ça c'est des biais, il faut agir dessus, il faut les entraîner différemment, il faut avoir des principes d'IA responsables. Et c'est pour ça que je dis ce qui est important, c'est les use cases, les personnes qui les développent, qu'ils aient en tête ces biais, qu'ils aient en tête l'impact carbone. Et justement quand ils développent leurs solutions, qu'ils pensent à tout ça pour qu'on ait des solutions à impact positif au final. Ok. C'est intéressant justement de le concevoir, de prendre toutes ces considérations en compte, mais avant même de concevoir ces IA, parce que l'objectif, c'est quand même que ce soit pertinent et si on perd de vue cette dimension éthique, c'est quand même... En fait, le risque souvent, que ce soit les IA ou les développements technologiques en général, c'est qu'on peut avoir des effets pervers après un certain temps. On les développe, on se dit que c'est une bonne idée, et quand ensuite le produit passe à l'échelle, il se retrouve avec des impacts très élevés, et ça devient au final un projet qui est plutôt négatif sur l'ensemble de son périmètre. Ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est que sur les enjeux numériques et intelligence artificielle, il faut regarder sur tout le scope, donc le scope 3, c'est-à-dire vraiment aussi au niveau de l'entraînement des données, l'impact que ça peut avoir, comment on peut aller sur des clouds souverains, comment on peut faire ça en Europe, comment on peut entraîner différemment pour réduire l'impact vraiment sur les 3 scopes d'émissions.
Hmm. Et est-ce que derrière, vous allez recueillir un peu toutes ces données et puis aussi tous les retours, enfin tous les témoignages que vous avez pu avoir pour tenter à votre tour d'améliorer, de faire des retours aussi, j'imagine, aux scientifiques. Je crois que vous êtes en contact avec Valérie Masson-Delmotte, donc, qui est une des scientifiques de renom du GIEC, qui vous fait des demandes pour justement un peu ajuster cet outil. Exactement. Avant de sortir l'outil, on a souhaité leur partager pour avoir leur retour et l'améliorer avant sa sortie publique. Et un des retours qu'on a eu, c'est que déjà, c'était beaucoup plus simple à utiliser en termes d'utilisation qu'un CTRL F sur tous les rapports du GIEC sur 3 écrans. Et aussi, c'était de hiérarchiser les endroits où l'intelligence artificielle allait chercher de l'information. Parce que le GIEC a un processus très spécifique. Il y a des rapports complets, donc il y a des chapitres. Ensuite, il y a des résumés techniques. Et ensuite, il y a un résumé aux décideurs, où chaque phrase est négociée entre les scientifiques et les gouvernements, les représentants des gouvernements. Donc c'était important que notre intelligence artificielle elle aille d'abord chercher l'information dans les résumés aux décideurs, ensuite préciser avec les résumés techniques et enfin dans les chapitres des rapports. Donc c'est en échangeant avec eux qu'on a compris que c'était important de suivre leur logique et de justement programmer l'intelligence pour qu'elle fasse pareil. Et on va faire pareil, comme je disais, au niveau de la biodiversité de l'IPBES, donc avec l'instance qui s'occupe de structurer la connaissance scientifique sur la biodiversité. Et pareil, en intégrant leur façon d'analyser les différents phénomènes et leur façon de proposer la science au grand public. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, vous l'avez un peu mentionné, mais on l'a vu tout au long des différentes discussions précédentes, c'est vraiment finalement de porter cette connaissance là où les gens sont. Et du coup, c'était intéressant, je trouve, de décliner cette IA pour les enfants, parce que et ça m'intéresserait de savoir justement comment vous avez procédé pour vous adapter, comment vous avez outillé cette IA pour qu'elle puisse répondre à des requêtes simples, plus simples d'enfants, j'imagine. Enfin, comment on s'adapte à des questionnements d'enfants et En fait, on va lui donner une instruction, on va lui demander de se placer dans un rôle. Donc on va lui dire pédagogiquement, tu es un expert du climat, tu as les rapports du GIEC en termes de connaissances, tu dois les expliquer à un enfant, donc essayer d'être plutôt ludique, de donner des métaphores, mais de lui expliquer, de rester très concret sur la science pour qu'il puisse comprendre justement ce qu'on dit. Et par exemple, hier, il y avait des enfants... du GIEC, qui pour les enfants, voilà. Apporter des enfants, c'est extrêmement ambitieux, quoi. Et hier, il y a des... moi, je suis ici depuis 3 jours sur le stand, et il y a des enfants qui venaient, et du coup, on leur faisait tester, et quand ils posaient, par exemple, des questions sur les déchets, l'IA leur disait, c'est un peu comme ta chambre, si tu la ranges pas, à un moment, les jouets ils vont s'empiler, et tu pourras plus rien faire. Et ça leur permettait de comprendre un peu les problèmes de gestion des déchets et les impacts associés. Et comment ils réagissaient, les enfants Ils trouvaient ça marrant et justement ça leur faisait réfléchir un peu à ces questions-là, donc c'est sympa. Oui, donc cette idée en fait, il faut adapter la façon dont on transmet les connaissances au public visé vraiment. C'est la conclusion qui revient quand même systématiquement dans toutes les initiatives que vous avez pu mettre en place. Ça paraît évident, mais autant le dire quand même. Et justement, par rapport à cette question qui nous a occupés pendant toute la conférence, cette question de démocratiser la transition, comment tu l'entends, toi, outre justement cet outil très, 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 très accessible et voilà, qui permet justement d'outiller facilement les gens, comment tu le perçois? Ce que je le perçois, si on prend un peu de hauteur, c'est que les enjeux climatiques et de perte de biodiversité, c'est les enjeux les plus importants auxquels on fait face, qu'on a un consensus scientifique qui est écrit, qui est partagé. Et l'enjeu, c'est de le partager plus largement, de le démocratiser, de l'expliquer, que ce soit par l'art, par la chanson, par plein d'autres médiums. C'est pas facile à comprendre, en fait. Les rapports du GIEC, c'est très compliqué. C'est un wording très précis, il faut rentrer dedans. Et donc, justement, utiliser ces connaissances, les simplifier et les partager plus largement, c'est important. Et d'ailleurs, il y a une étude américaine qui s'appelle le Consensus Gap, qui montre qu'en fait, on a une énorme différence de perception, ce que le grand public pense du consensus autour du réchauffement climatique anthropique et ce que les scientifiques pensent. C'est-à-dire le consensus, il est à 97%, et quand vous posez la question dans la rue, à majorité, on va vous dire c'est plutôt entre 30 et 50%. Il y a quand même un énorme gap. Il faut savoir que les gens qui pensent que le consensus est à 97%, il est à peu près égal au nombre de gens qui pensent qu'il est entre 0 et 10%. Donc c'est important de trouver des moyens pour expliquer cette science, expliquer ce consensus, dire que c'est pas, on est sûr en fait, c'est pas les cycles solaires, c'est pas les volcans, c'est vraiment nos activités qui émettent des gaz à effet de serre et qui sont vite pour réchauffer l'atmosphère. Oui.
Mais on voit que c'est essentiel, enfin, on l'a vu tout au long des discussions qu'on avait pu avoir tout au long de cette conférence, mais on voit malgré tout que les faits sont tenaces et qu'aujourd'hui, il y a des sondages qui sortent et que finalement, le climato-scepticisme, il persiste et même il a tendance à croître, notamment auprès des plus jeunes. Comment on peut expliquer ça alors que les outils sont aujourd'hui ultra accessibles, enfin, vous mobilisez pour rendre ce savoir à la portée de chacun, tous les intervenants, c'est ce qu'ils font. Comment on explique la progression du climato-scepticisme aujourd'hui? C'est un lien avec ce que j'ai juste avant sur le consensus entre ce qui est partagé au niveau de la communauté scientifique et ce que le grand public perçoit. Et c'est avec justement l'émergence des réseaux sociaux, typiquement, on va mettre sur le même plan une personne lambda qui va donner son avis à un scientifique, alors que ça n'a rien à voir. Et c'est important de comprendre que justement les savoirs qui sont construits, qui sont validés, qui font l'objet d'un consensus, ils sont peut-être plus intéressants à comprendre, à creuser que l'opinion d'une personne lambda. Et justement, nous, le fait de dire que c'est basé sur les rapports du GIEC et que ce soit assez simple à utiliser, c'est une source, on va dire, qui fait référence. Et justement, en allant dessus, on a les informations de ces rapports et ça permet de compenser un peu si on va s'informer ailleurs et qu'on n'est pas sûr de la source de l'information. Donc c'est important de bien comprendre auprès de qui on s'informe, le message, comment il a été construit, les conclusions d'où elles viennent. Et c'est pour ça que justement l'intérêt, c'est en fait le fond, entre guillemets, c'est bon, on a le consensus, on est sûr de ça. Maintenant, c'est la forme qu'il faut varier, il faut s'adapter au public, oui. Il faut rentrer par la fenêtre, par la porte, il faut le répéter, pour que justement les conclusions, elles soient largement partagées, elles soient comprises et qu'on arrive à avancer, à passer à l'action. Parce que le passage à l'action, pareil, l'étude que je citais, ce qu'ils ont trouvé après, c'est que plus vous êtes conscient de ce consensus, plus vous comprenez que c'est pas... Voilà, en fait, demain, il n'y a pas une étude qui va remettre en cause ça. Oui. Et ben, plus vous prenez conscience de ça, plus vous allez passer à l'action et plus vous allez chercher à réduire ou votre empreinte, ou au niveau de votre entreprise, ou au niveau de politique publique. Donc, c'est vraiment important de partager ce savoir. Eh ben, merci beaucoup William. Donc c'est une des grandes conclusions qui est ressortie tout au long de cette conférence, de redonner de mettre la connaissance là où les gens sont. Merci beaucoup, merci infiniment pour nous avoir suivis et je laisse cette scène à la prochaine conférence. Merci beaucoup, merci infiniment.